Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être sur la Matrix, votre web TV, pour faire le point sur l'actualité, l'abondante actualité qui prévaut au Gabon, notamment au lendemain de ce mini-sommet organisé à Washington par le président américain Donald Trump. Donald Trump qui a échangé récemment avec 5 chefs d'État africains, dont le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, en terre américaine. Donald Trump a donc mis en relief le repositionnement de la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. L'occasion donnée également au chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'échanger avec la diaspora gabonaise vivant aux Amériques, donc aux États-Unis d'Amérique notamment et au Canada. Le chef de l'État qui a fait le point sur les différentes réformes initiées par le gouvernement via le ministère de l'Enseignement supérieur en ce qui concerne le réinvestissement dans le domaine de la formation. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut repenser justement ce modèle de formation, une formation qui devait être davantage adaptée aux besoins réels de notre pays engagé sur la marche du développement. Et puis on évoquera aussi l'actualité en lien avec l'affaire Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin, non sans faire un point également sur l'actualité politique, vous le savez, puisqu'il y a quelques jours seulement, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, rendait officiel le chronogramme du calendrier des élections jumelées, élections des députés de l'Assemblée nationale et élections locales. Pour faire un tour d'horizon, ce large tour d'horizon de l'actualité qui prévaut dans notre pays, j'ai le plaisir de recevoir pour un nouvel entretien sur la Matrix votre invité, Geoffroy Fumbula Libeka, député de l'Assemblée nationale de transition. Monsieur Libeka Fumbula Libeka, bonjour. Bonjour, Stella. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites une fois de plus d'accepter notre invitation. Toujours un plaisir renouvelé. Merci d'être là donc pour que nous puissions décrypter cette forte actualité. D'abord, retour en ce qui concerne le premier point, retour sur cette organisation d'un mini-sommet à Washington à l'initiative de Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui il y a quelques jours a échangé du 9 au 11 juillet dernier avec 5 chefs d'État africains, dont le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez suivi cette forte actualité. Vous avez évidemment écouter le propos de Brice Clotaire Oligui Nguema à la Maison-Blanche, échangeant avec Donald Trump, mettant en relief les principaux atouts du Gabon, notamment en ce qui concerne son sol et son sous-sol, et ce souhait exprimé clairement Donald Trump, celui désormais de faire du Gabon un pays ouvert, davantage ouvert, mais surtout un pays engagé dans la transformation locale de ses ressources minières. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Mais déjà, il faut dire que le fait que notre pays ait été choisi sur l'ensemble des pays du continent pour prendre part à ce sommet est un signe fort de l'efficacité de notre diplomatie. Parce qu'il faut rappeler que nous ne sommes pas le seul pays, où les 5 pays invités ne sont pas les seuls qui disposent de suffisamment de richesses naturelles, que ce soit minières, pétrolières et autres, mais que assurément au-delà de ces richesses naturelles, il y a des facteurs qui ont peut-être fait en sorte que ces 5 pays soient retenus, notamment le nôtre, qui a couronné la fin de sa transition, pour le dire comme tel, par l'organisation d'une élection qui a été transparente, tout en rappelant quand même que sur l'ensemble des pays en transition, le Gabon est le dernier pays à être entré en transition et le premier à en sortir à travers une élection qui était crédible et s'apprête d'un peu à organiser des élections législatives et locales pour totalement sortir de la transition. Nous avons compris l'intérêt derrière, en tout cas moi, ce que j'ai compris derrière. Le président Donald Trump ne le cache pas, son ambition est de redonner aux États-Unis toute sa grandeur, toute sa splendeur, de faire en sorte que ce pays dynamique du point de vue économique retrouve toute sa place. Et dans ce sens, il y va très fort. Si on fait un petit parallèle avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine, la paix en Ukraine a été ramenée à la faveur de la signature, effectivement, je n'ai pas dit d'une convention, mais du moins d'un document entre les États-Unis et l'Ukraine. Et en contrepartie, c'était l'exploitation des richesses ukrainiennes par
par les États-Unis. Les États-Unis également présentent la même ambition affichent la même ambition pour les 5 pays invités. Et ils n'ont pas invité ces 5 pays parce qu'ils aimaient les têtes des présidents. Ils ont été clairs. C'est du business. Ils sont intéressés par nos ressources, ils en ont besoin, et ils appellent des pays auprès desquels ils peuvent justement exploiter ces ressources. Mais la position du Gabon qui a su se démarquer a été intéressante parce que le message a été clair. Oui, on veut faire différemment qu'autrefois. Autrefois, venez vous exploiter, vous faites l'extraction de nos ressources et vous allez les transformer ailleurs. Nous, au niveau du Gabon, comme l'a rappelé le président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous comptons dorénavant créer une chaîne de valeur autour de nos ressources en concentrant la transformation de ces ressources sur place. Et ce qui m'a le plus plu, c'est la conclusion. Si vous ne venez pas investir, d'autres pays viendront investir. Et je dis, il faut avoir une certaine posture, il faut avoir du cran pour tenir cette position face à la toute première puissance mondiale. Et au-delà de tous les griefs que l'on peut faire, il faut dire quand même que lors de ce sommet, le chef de l'État gabonais a su se démarquer par la qualité de ce discours. L'autre chose maintenant, nous allons avoir l'effectivité de ça, mais nous tenons encore à dire, et ça c'est la position du parlementaire, il faut que les choses se fassent de façon transparente. Pas besoin de vous rappeler qu'au cours d'un de ces conseils des ministres, le même gouvernement, dans le communiqué final, avait reconnu que 93%, plus de 93% des marchés étaient passés de gré à gré. Et ça, c'est assez dangereux pour un pays. Et il faut qu'on sorte de ces pratiques-là pour ramener la norme. La norme du Code des marchés publics, c'est 15% de passation de marché de gré à gré. Et vous avez suivi les interpellations au gouvernement. Et j'avais interpellé le ministre de l'économie sur cette question. Et ce que on avait eu à entendre lors de cette interpellation publique, c'est que bon nombre de ces 93% relevaient surtout du hors-programme. Ça veut dire ce qui n'est pas voté par la loi de finances, mais des projets majeurs qui sont conclus de gré à gré. Donc il faut qu'on revienne dans sortir d'une forme d'opacité. Exact. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Plusieurs années. Exact. Il faut. Et j'ose espérer que les contrats qui vont être signés avec les Américains le seront de façon transparente, en respectant justement le cadre juridique qui encadre tout ce qui est question lié aux passations de marché. Évidemment, des contrats signés dans des domaines très stratégiques en lien avec l'exploitation de nos ressources du sous-sol, évidemment, puisqu'il y a d'importants gisements de potasse dans la zone de la Nyanga, à Mayuma, évidemment. Il y a également ExxonMobil qui a pour le pétrole, et puis il y a Boeing aussi pour ce qui est du transport aérien. Ce sont des domaines très importants selon vous? Très important, qui, pour que l'on puisse, très important, qui doivent nous interpeller en matière de main-d'œuvre. Parce que le fait que l'on affiche ces grandes ambitions, et si on veut sortir justement de cette dépendance en matière de ressources humaines, il faut qu'on pense justement à former des personnes qualifiées, mais ces formations ne peuvent se faire que dans des structures qui sont adaptées et qui sont qualifiées. Les ambitions que nous affichons doivent être proportionnelles aux prévisions en matière de formation de notre ressources humaines. Quel type de ressources humaines nous souhaitons avoir pour les 5 ou 10 prochaines années, lorsque ces structures, ces richesses vont commencer à être exploitées, à être transformées? Est-ce qu'on va continuer à appeler la main-d'œuvre extérieure qui nous coûte cher et qui empêche à des compatriotes d'avoir de l'emploi? Ou est-ce qu'on va être prévoyant en formant à la main-d'œuvre de qualité pour que cette main-d'œuvre-là reste sur place et puis justement faire ce transfert de compétences pour que nous aussi, pourquoi pas, à côté de ces grandes usines qui vont se créer en matière de transformation, que nos établissements aussi, à travers ce transfert de compétences, deviennent aussi des établissements de référence où ceux d'autres pays dans la sous-région qui disposent de richesses pourront envoyer les leurs se former ici au Gabon. Et cette ressource-là, scientifique, académique, pourra justement se vendre. C'est ce que j'appelle le tourisme intellectuel, le tourisme académique. Alors, il y a évidemment un stade peut-être pas aussi embryonnaire que ça, mais au Gabon, des infrastructures allant dans le sens de la pensée que vous êtes en train de développer, Geoffroy Fumboula, l'IBK, avec ces centres de formation multisectoriels de dernière génération quasiment, repartis dans les provinces de l'Estuaire, de l'Ogooué maritime, le Haut-Ogooué aussi. Il y a l'école des mines dans le
le département de la Lebombie-Leyou, qui est une école importante mise en relief par rapport à l'exploitation du manganèse par la Comilog. Et puis, bon, vous avez fait le lien en parlant de formation, évidemment, en rapport avec ces domaines stratégiques. Il y a une actualité depuis ce 15 juillet qui fait, je ne vais pas dire polémique, mais qui est longuement évoquée sur les réseaux sociaux, notamment après que le président de la République aux États-Unis ait échangé avec la diaspora gabonaise et exprimé clairement l'orientation qu'il souhaite donner désormais à la formation, notamment dans ce pays et au Canada, aux États-Unis et au Canada. Pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut davantage réorienter ou investir dans des pays moins onéreux. Alors, il y a une récupération de la pensée du président de la République. Certains estiment que le gouvernement est comme en train de fuir ses responsabilités, qu'on est en train de déplacer le problème, que le problème, c'est celui du système éducatif gabonais qui n'est pas bien adapté. Il y a des dysfonctionnements observés dans ce système éducatif et même au niveau académique. Quel est votre point de vue par rapport à ce propos du chef de l'État? Bon, en fait, je veux dire, entre le propos du chef de l'État et les interventions que vous mettez en lumière, la position, elle est partagée. Partagée dans quel sens? Oui, le chef de l'État, on peut comprendre, a raison au regard du constat selon lequel ceux qui partent à l'extérieur ne reviennent souvent pas, de se dire à un moment donné, bon, à quoi bon envoyer dépenser autant d'argent pour former une ressource humaine qui n'est pas profitable au pays? L'autre réalité, à côté de ceux qui tentent de donner un autre sens à cette posture, elle n'est pas totalement fausse, parce que nos structures au niveau national également ne sont pas suffisamment outillées, on ne va pas se mentir, c'est le constat. Mais la réalité derrière, c'est qu'il faut arriver à trouver le juste milieu. Et je reste convaincu que le juste milieu n'est pas d'empêcher les Gabonais qui ont la compétence d'aller se former dans des établissements d'élite, surtout quand on a un pays qui a des projets grands. Tu avais dit dans des domaines spécifiques. Dans des domaines spécifiques. Je pense que la réflexion doit être portée sur la nature des bourses qui sont accordées. Est-ce qu'on accorde des bourses pour aller faire histoire-géographie aux États-Unis, ou est-ce qu'on accorde des bourses dans des domaines qui sont bel et bien spécifiques et qui seront profitables au pays? Est-ce qu'une fois que ces bourses sont accordées, nous avons pensé à un plan d'insertion de ces personnes que nous avons envoyées en formation? Parce que je prends un cas simple. Nous avons, par exemple, notre centre, on va dire, d'observation spatiale, la GEOS. On a des équipements de pointe, dans ce sens. On ambitionne, le Sénégal a envoyé déjà des satellites dans l'orbite et autres. On ambitionne d'en faire autant. Mais est-ce qu'à ce jour, le Gabon peut dire qu'il dispose de suffisamment d'experts dans ce domaine-là pour pouvoir envisager l'exploration spatiale, si on peut le dire comme tel? Mais il faut dans ce cas de figure que l'on puisse voir comment former des ressources humaines compétentes. Et ces ressources se forment dans les meilleurs pays. Quand la Chine envoie les meilleurs à Harvard, ce n'est pas tant parce qu'il manque d'établissements en Chine, mais c'est parce que le principe est qu'on envoie les meilleurs dans les meilleurs établissements. La grande question qu'on doit se poser sur les questions de bourses accordées, notamment pour des pays comme les États-Unis et le Canada, qui sont les véritables bénéficiaires de ces bourses-là? C'est là la question, ce n'est là. Est-ce que c'est mes petits frères de Kingele, des Akébé, qui se sont distingués positivement, ou ce sont les enfants de ces mêmes gouvernants-là qui ne le méritent pas, qui sont envoyés dans ces pays? Là est toute la question. Donc ça veut dire, si on reste sur le point que vous êtes en train d'évoquer, ce dernier point-là, ça veut dire que puisque l'école est un véritable système d'ascension sociale, n'a pas de couleur, l'enfant de Kingele à qui vous faites allusion, qui a un bac scientifique, par exemple, un bac E, un bac C, mériterait aussi d'aller aux États-Unis, aller se faire former dans un domaine scientifique spécifique dont le Gabon a besoin, c'est ça? Non, mais pas que mériterait aussi. Mérite. Vous m'avez connu sur le secteur de l'éducation, en défendant les majors nationaux baccalauréats. Je parle d'une question que moi j'ai vécue dans ma chair avec ces enfants. Vous vous rendez à l'ANBG avec les majors nationaux baccalauréats, des enfants de 17 ans, 16 ans, meilleure moyenne nationale. Vous y allez pour dire il y a des programmes de bourse.
dans des pays qui sont des pays qui ont une technologie de pointe. Ces enfants-là, qui méritent, qui sont les premiers de leur série au niveau national, doivent y aller. Mais on vous répond, oui, mais s'ils ont été meilleurs au niveau national, ils peuvent aussi être meilleurs à l'UEB. Monsieur Fumboula, ce n'est pas la peine de mettre dans la tête des enfants qui doivent forcément aller à l'extérieur. Et quand vous voyez les résultats qui sortent, vous voyez, ce sont des personnes qu'on envoie faire histoire-géographie aux États-Unis, ainsi de suite. Vous voyez les noms? Ce sont les noms des mêmes grandes familles. Pendant que ceux qui ont la compétence, ces enfants qui sont des génies, sont contraints d'être ici ou d'être envoyés dans des pays comme la Tunisie, l'Algérie. Il faut qu'on arrive à ramener la justice académique, où le meilleur doit être envoyé dans les meilleurs établissements. Alors, et derrière un contrat. Sous l'ancien régime, il y a eu des tentatives. Il y a eu que des gouvernements précédents ont essayé, je me rappelle, il y a quelques années, au niveau de la NBG, lorsque c'était dirigé par M. Tardin, c'est bien ça? Oui, je crois. D'accord. Donc, il y a eu des tentatives. Qu'est-ce qui peut expliquer que finalement ces tentatives-là se sont avérées vaines, qu'elles aient échoué? L'égoïsme des dirigeants qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur famille. Ils n'ont pas le souci même du développement du pays en réalité. Ils ont le souci du développement de leur famille, reproduire une caste, mais il n'y a pas le souci du mérite. Le problème ici, c'est qu'il faut qu'on rétablisse le mérite, c'était là. Et moi, c'est la position, le plaidoyer que j'aurais amené auprès du chef de l'État. Il n'est pas question de suspendre les bourses aux enfants. Il est question d'accorder la bourse aux méritants et derrière d'établir une passerelle pour que ce méritant, quand il termine, il revienne apporter cette ressource-là dans des conditions également adaptées. On ne peut pas aller former, je dis n'importe quoi, un ingénieur en chimie nucléaire aux États-Unis. Et quand il arrive ici, la seule chose qu'il sache faire, c'est de donner des cours. Alors qu'à côté, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de laboratoire où il peut aller apprendre à faire ce qu'il sait faire. Je prends un cas simple. J'ai passé un séjour récemment dans un hôpital de la Plage. J'ai passé près de 10 jours d'hospitalisation. Et pendant que je faisais certains examens, parce que moi j'ai fait le choix de rester ici, et je leur ai dit, là où j'étais, c'est un établissement public. Mais ça ne vous fait pas confiance que des personnes comme nous, qui sommes à un certain niveau, petite chose, il faut aller à l'extérieur. Mais à quoi bon avoir des structures? Peut-être c'est parce que tout le monde va à l'extérieur qu'on ne pense pas à améliorer les plateaux techniques chez nous. Et je dis à ces médecins, moi je reste ici. Si je m'en sors ici chez vous, tant mieux. Si je reste, mais je vais rester entre les mains des médecins gabonais. Mais vous voyez avec des personnes qui vous disent qu'elles ont la compétence. Mais le plateau technique qui est mis à leur disposition ne leur permet même pas de réaliser les 2 ou les 3 tiers de ceux qui sont allés apprendre à l'extérieur. Les 2 dixièmes ou les 3 dixièmes de ceux qui sont allés apprendre à l'extérieur. Vous pensez qu'une expérience comme celle-là, si cette personne trouve mieux à l'extérieur, vous pensez à son instant qu'elle va accepter de travailler dans ces conditions? Donc, il faut, en fait, la question doit être pensée de façon globale. Et je ne pense pas que suspendre les bourses est la solution. Je pense que ce serait une grosse erreur pour ceux qui ont fait cette recommandation au chef de l'État. Non, il faut maintenir les bourses dans les établissements d'élite. Il faut accorder ces bourses à ceux qui le méritent réellement. Alors, il faut créer la passerelle pour que ceux-là, après leur formation, reviennent. Il faut que ça soit sélectif en termes de filières. En termes d'objectifs pour le pays. Oui. Tout le monde n'est pas obligé d'aller aux États-Unis, je suis d'accord. Mais s'il y a des spécialités qui nécessitent qu'on puisse envoyer les gens aux États-Unis parce qu'il n'y a que ces établissements-là qui forment les meilleurs spécialistes dans ce domaine, un pays qui affiche des grandes ambitions ne peut pas s'en priver. Donc, vous voyez, le problème, c'est la réflexion doit être à ce niveau. Tout le monde aussi n'est pas obligé d'aller au Sénégal, n'est pas obligé d'aller en Tunisie, au Maroc. Si on arrive à avoir une coopération public-privé avec les établissements privés existants, mais surtout à renforcer les capacités des établissements publics existants, il n'y aura aucune raison que les gens partent à l'extérieur. Moi, je n'étais pas dans les années 60 ni dans les années 70. On m'a fait comprendre que l'UEB, on avait des Européens qui apprenaient à l'UEB. On avait des enseignants de qualité. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'étudiant de l'UEB rêve d'aller apprendre au Sénégal? Pourquoi est-ce que l'étudiant sénégalais, le bachelier sénégalais, ne rêverait pas de venir apprendre à l'UEB? Ce sont ces questions-là que l'on doit se poser. Comment réfléchir à améliorer notre système académique? C'est-à-dire redonner à l'école publique, à l'enseignement public, toutes ces lettres de noblesse. On a tué l'école publique. C'est valable hein, depuis l'école primaire, l'école publique, l'école de la République. Mais il faut qu'on ramène l'école de la République. Il faut qu'on l'a perdue.
l'école de la République est devenue l'école privée aujourd'hui. Nous, quand on a eu le concours et le CEP, on était dans des établissements. Moi, quand j'ai eu mon concours et mon CEP, j'étais au lycée d'État à l'époque. Et dans cet établissement, vous avez les enfants des grands noms qui apprenaient dans ces établissements. À l'époque même, apprendre au privé était vu comme un échec, c'est-à-dire tu as échoué et puis on essaie de te rattraper. Mais aujourd'hui, le luxe est d'apprendre dans un établissement privé. L'échec est d'être dans un établissement public. Il faut qu'on investisse pour redonner sens, redonner vie et redonner toute la dignité à l'école publique. Donc, réussir aussi, évidemment, la traduction en acte de cette politique d'adéquation, formation, emploi. Et on reste disposé, en tant que parlementaire, si on arrive à revenir, à poursuivre notre plaidoyer pour une école de qualité, une école d'abord publique de qualité, parce que l'école de la République doit retrouver sa place. Geoffroy Fumboula Libeka, l'actualité, c'est aussi ce qu'il est convenu désormais d'appeler depuis quelques jours l'affaire Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Valentin, à la faveur de la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos mettant en scène les prévenus libérés pour des faits médicaux, sortis donc du Gabon, de prison, Sylvia Bongo Valentin et Noureddine Bongo Valentin, Sylvia Bongo Ondimba. Ces vidéos qui ont fait jaser Maître Gisèle Eyou, semble-t-il, ce 15 juillet 2025 aurait été donc interpellé par des éléments de la Direction générale de recherche, c'est bien ça, la DGR, afin de pouvoir s'expliquer sur la diffusion de ces vidéos, puisque dans ces vidéos est lié aux côtés de Noureddine Bongo Valentin et de Sylvia Bongo Ondimba. Beaucoup de choses ont été dites sur ces vidéos, et même que l'un des prévenus, Noureddine Bongo Valentin, s'est exprimé il y a quelques jours afin de tenter de disculper leur avocat, donc Maître Gisèle Eyou. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire? Moi, je m'étais déjà prononcé dessus. Déjà lors de la libération, pas la libération, l'exfiltration de la famille d'Ali Bongo, Sylvia et Noureddine, j'avais manifesté toute ma colère pour dire que c'était inadmissible. Et en ce temps, il y a 2 mois de cela, je provenais déjà de ce qui est en train de se faire. Je pense que vous avez dû suivre cette vidéo où je disais, il faut apprendre à connaître le portrait psychologique de vos interlocuteurs. Ali Bongo, par excellence, tout le monde le sait, nous on était encore enfants, on entendait parler, c'est quelqu'un qui aime la confrontation. Donc un Ali Bongo, peu importe les accords que vous aurez eus ici, si ces accords n'étaient pas une décision de justice, ce n'est pas Ali Bongo qui devait les respecter, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, la situation dans laquelle nous sommes doit d'abord nous interpeller. Au-delà, j'enlève les aspects sur lesquels je me suis déjà prononcé, où j'ai marqué ma frustration, et c'est connu de tout le monde, le fait qu'ils aient été exfiltrés dans ces conditions. Mais la moralité des leaders que nous avons eus dans notre pays. Noureddine Bongo a été coordonnateur général de la présidence de la République. Il avait quasiment le rang et statut de numéro 2 dans un pays. Sylvia Bongo a été la première dame du Gabon. Comment imaginer que des personnalités de ce niveau se retrouvent dans un bureau avec des juges et aient l'idée d'enregistrer des conversations, sachant que ce qu'ils sont en train de faire est en violation de la loi? Ça remet en cause également la nature et la moralité de certaines personnes qui occupent des hautes fonctions ou qui ont occupé des hautes fonctions. Notamment au sein de l'appareil judiciaire? Au sein de l'appareil judiciaire également. Mais là, sur l'appareil judiciaire, je vais d'abord mettre une réserve, parce que là, je parle d'abord de l'appareil politique, de ceux qui ont affirmé être les auteurs de la vidéo, notamment Noureddine. Et je suis en train de fustiger l'attitude, parce qu'on parle ici d'une personnalité qui a été à un niveau élevé. Et qui livre en pâture une Mais donc, ce qui sous-entend même que peut-être en matière de relations internationales, qu'est-ce que ça ne fait pas dire qu'il a filmé, par exemple, je dis n'importe quoi, les diplomates qui sont venus échanger avec lui quand il était en fonction sur des dossiers sensibles? Qu'est-ce que ça ne fait pas dire que lorsqu'il se déplaçait pour prendre part à des réunions importantes qui relevaient peut-être d'un haut niveau de sécurité et de confidentialité sur le Gabon, il ne filmait pas et qu'il ne détient... On ne peut pas, en tant que personnalité, avoir des idées comme celle-là. Je trouve ça simplement
irresponsable. C'est d'abord la première chose à dire. Même si derrière, on peut également porter un jugement sur la nature de ces vidéos. Les échanges, et là je parle du pouvoir judiciaire. Mais clairement, aujourd'hui, les vidéos sont sur la place publique. Comme vous l'aviez dit, l'idée, le fait d'avoir fécondé cette idée laisse entrevoir qu'il y avait déjà un objectif recherché à atteindre. Bien sûr, il y avait déjà un objectif, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais ça doit interpeller également nos gouvernants. Et moi, le risque, pour moi, c'est que pour des situations de cette nature à l'avenir, qui vont impliquer des hautes personnalités, que la voie diplomatique, parce que je présume qu'ils ont été exfiltrés, c'est sur la base d'une voie diplomatique, des accords diplomatiques. Je suis sûr et certain, je l'ai dit. Puisque ce n'est pas tant une décision de justice. C'est vrai qu'on a dit pour des questions de santé, mais on a tous suivi le cheminement. On a vu le président Lorenz arriver. Quand vous parlez d'exfiltration, parce qu'il y a quand même un côté un peu péjoratif dans cette expression d'exfiltration, puisqu'on a vu que... À mon sens, laissez-moi la paternité de ce mot, parce que je pense simplement qu'en 2 ans, on aurait pu avoir un procès, une décision de justice, même si après, il y avait cet accord de les libérer. Je parle d'exfiltration parce qu'ils sont sortis sans décision de justice. Vous avez pu le constater, c'est après leur départ que les autorités pensent par exemple à sceller les comptes de certaines de leurs entreprises, alors que pendant près de 2 ans, ils ont eu ces personnes entre leurs mains. Ce que je tente de dire, c'est que si je parle d'exfiltration et de la voie diplomatique, c'est assurément parce que sur la base de certains engagements du corps diplomatique au niveau international, on a entendu parler de l'Union africaine et autres, l'État gabonais s'est engagé justement à leur trouver cette sortie pour qu'ils aillent se faire soigner. Mais justement, une fois à l'extérieur... Est-ce que le fait que le procureur général près la Cour d'appel ait dit « mais non », et mis en relief ces éléments de droit, en s'appuyant sur des bulletins médicaux qui ont été expertisés par l'hôpital militaire de ça c'est moi, j'assume, je remets tout ce qui est défini par le procureur, moi je remets ça en cause. Pourquoi? Sans absence de décision de justice. Et si c'est réellement cela la véritable motivation, on a vu les Brice Lacruz-Alanga qui sont sortis de là comme étant des zombies. Au nom de quoi, dans ce cas de figure, on va avoir un code de procédure pénale qui va accorder un cadre spécifique à Bongo Sylvia Nouridine, comme par enchantement, et qui va priver d'autres compatriotes qui demandent à bénéficier des mêmes avantages pour aller se faire soigner. C'est pourquoi moi je privilégie la voie diplomatique, et simplement la question médicale a été l'instrument utilisé pour mettre en œuvre cette médiation diplomatique. Mais ce que je suis en train de ressortir ici, c'est que l'attitude aujourd'hui de ses compatriotes à l'extérieur met en mal les instruments diplomatiques qui peuvent être mis à l'avenir par rapport à des situations similaires. Parce que la voie diplomatique, cela sous-entend qu'il y a eu sûrement des engagements forts, tant du côté de l'État gabonais que de ceux qui ont pris la garantie de dire, bon, vous les laissez aller se soigner et ils vont revenir. Ce qui est à dire qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est l'État gabonais, en fait, qui se retrouvait avoir été dupé par tout le système diplomatique. Il a fait preuve de bonne foi en acceptant de les libérer pour aller se faire soigner avec la garantie qu'ils devaient revenir pour leur procès. Mais quand on voit les déclarations aujourd'hui de Nouridine et Sylvia, on comprend aisément qu'ils ne reviendront plus jamais. Mais qu'en même temps, à travers ces déclarations, qui ne sont pas condamnés par la voie diplomatique internationale pour essayer de les ramener à l'ordre, on a le sentiment également que cette voie diplomatique qui a sûrement mené ce plaidoyer a en quelque sorte dupé l'État gabonais qui a fait preuve de bonne foi en disant « Ok, on vous fait confiance,
on les laisse partir avec les garanties que vous donnez. Alors, mais bon. Vous parlez donc de la voie diplomatique, il y a évidemment aussi la voie judiciaire. Là, on revient sur la violation de ce secret d'instruction à travers la divulgation de ces vidéos reconnues sur la place publique par Noureddine Bongo Valentin notamment. Mais comment comprendre aussi dans ces vidéos, on a quand même vu cette espèce de familiarité entre la juge, par exemple, et les prévenus, entre des hauts gradés de la sécurité pénitentiaire et les prévenus. Comment comprendre cette espèce justement de laxisme, de familiarité? Mais ça s'explique, ce n'est là. Parce qu'il faut qu'on revienne au fondement du tribunal spécial. Il a été créé en quel? Il a été créé en 2019 par qui? Par Ali, par les Sylvia, pour régler les comptes à qui? Au Brice Lacruche à Lianga. Ce tribunal a été créé en 2019 et l'actuel juge demeure la même juge qu'il y a depuis la création. Donc comprenez que si c'est Noureddine, les Sylvia et Ali qui ont créé ce tribunal pour régler les comptes à Brice, comprenez Brice Alianga et tous les autres, comprenez aisément la familiarité. C'est sûrement eux également qui ont plaidé pour que ce juge-là soit là où elle est. C'est le même juge qui a réglé le problème qui s'occupait du dossier Jean-Rémy Yama, que je connais, parce que je fréquentais ce bureau sur le dossier Jean-Rémy Yama, donc je connais le juge, je connais le bureau en question, je connais la juge, je connais l'équipe, puisque j'étais sur le dossier de Jean-Rémy Yama, et même à un moment donné, quand on avait arrêté le général du MAPAN pour les questions du mouvement des casseroles, parce que moi, en tant qu'acteur civique, je ne regarde pas la coloration des injustices, je m'étais rendu auprès du même juge, et le premier échange que j'avais eu avec le général du MAPAN, au sein du bureau, c'était devant ce juge pour prendre des nouvelles, comment est-ce qu'il allait. Et pourtant, lui et moi, à l'époque, on était très opposants, on ne s'était jamais vu. Donc, ce que je suis en train simplement de dire, c'est qu'il faut comprendre la familiarité. Il faut revenir justement à la genèse du tribunal spécial. Il a été créé en 2019 pour régler les comptes au Blaboy. Et le tribunal demeure jusqu'à présent simplement parce que, justement, la question des Blaboy n'avait pas été totalement épuisée. Et puis, il y a d'autres affaires qui se sont rajoutées, d'où cette familiarité. Et c'est pour cela, sûrement, que ce juge s'est senti en confiance. Alors, justement, autre fait troublant par rapport à la diffusion de ces vidéos, c'est qui filme réellement, avec quel type d'appareil. C'est vrai que Noureddine Bongo Valentin l'a dit il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux, il dit que c'est lui qui aurait filmé, mais comment, avec quel type d'appareil? Ce sont quand même des gens qui sont en détention, qui étaient en détention. N'y avait-il pas un processus, une procédure par rapport à leur entrée dans ces différents bureaux-là? Ils n'ont jamais bénéficié de fouilles. Comment expliquer ça? Aujourd'hui, on parle du juge, de l'avocat et autres. Mais non, il faut laisser l'avocat tranquille. Ça met simplement en lumière les failles de notre système de renseignement. On ne peut pas avoir des prisonniers aussi dangereux et ne pas être en capacité. On ne parle pas d'avoir filmé une fois. On parle de plusieurs vidéos quand même. Des personnes qui étaient détenues par, je veux dire, le sommet, la crème de nos renseignements et qui n'ont pas pu mettre la main sur ces vidéos. Je suis désolé, il y a un problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu avoir une forme de complicité? Pour moi, c'est la seule réponse et ce n'est pas l'avocat et autres. Je suis désolé. Au niveau des renseignements, et ça met en lumière le fait que le président même, où il est là, pour moi, il n'est toujours pas en sécurité. Il n'est toujours pas en sécurité. Ce qui prouve à suffisance que, assurément, parmi ceux qui composent encore le système sécuritaire aujourd'hui, il y a peut-être encore de ceux qui se reconnaissent plus... Des infiltrés. Oui, mais qui se reconnaissent plus fidèles à Ali Bongo, à Sylvia Bongo, à Noureddine. Peut-être parce qu'ils ont eu leur position grâce à eux qu'au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je le dis encore, on ne peut pas avoir des détenus, des prévenus, pas des prévenus jugés comme étant hautement dangereux et se retrouver avec ce spectacle où on a plusieurs vidéos, sachant que notre système de renseignement est présenté comme étant le plus performant. On nous a toujours fait comprendre que le Gabon dépense des milliards pour acheter du matériel espion auprès d'Israël. On a lu les coupures de presse dans ce sens. Et puis se retrouver là comme ça, si c'est une paire de verres, je suis désolé. On ne peut pas me faire comprendre qu'au Gabon, ceux qui étaient en charge de la sécurité, de Sylvia Bongo et autres, peu importe l'endroit où ils étaient détenus, n'étaient pas en capacité de reconnaître une paire de verres espionne ou non. Je suis désolé.
Il y a donc forcément autre chose que ça. Et même si on dit que c'est l'avocate qui a mené, mais en fait, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, il y a un véritable problème. Et je dis le problème au niveau des renseignements. On peut peut-être trouver comme bouc émissaire l'avocat. Il peut aussi avoir une responsabilité à l'intérieur. Mais la responsabilité première est au niveau de notre système de renseignement qu'il faut justement renforcer. Et ceux qui sont en charge de ce secteur-là doivent tirer toutes les conséquences de ça. Alors, évidemment, le temps de la justice n'est pas le temps de la presse, des médias, enquête ouverte. Et on va suivre cette actualité avec beaucoup de munitions, évidemment. Dernier point, dernière thématique dans cette émission, on vous dit tout, l'actualité politique. Geoffroy Fumboula Libeka, vous le savez, le mois de septembre prochain, octobre, seront consacrés à l'organisation des élections jumelées, élections des députés à l'Assemblée nationale et élections locales. Le ministre de l'Intérieur, Hermani Mongo, donc rendu officiel les dates clés en rapport avec l'organisation de ces élections. Vous êtes actuellement député de la transition. En 2023, vous étiez déjà candidat à l'élection de député dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Et là, vous avez créé un mouvement avec d'autres Gabonais appelé la majorité bloquante. Première question, pourquoi avoir créé cette plateforme? Qu'est-ce que c'est la majorité bloquante? Alors, je m'explique. Comme vous le savez, je suis membre fondateur du COPI citoyen. Le COPI citoyen dispose en son sein de 13 gouvernances. Gouvernance entrepreneuriale, économique, judiciaire et une gouvernance politique. La gouvernance politique se prononce sur toutes les questions politiques. C'est en ce sens, par exemple, que lors de la présidentielle du référendum, la gouvernance politique s'est prononcée en soutenant le oui au référendum et en soutenant le candidat Brice Oligui Nguema à la présidentielle. Et pour les questions législatives et locales, de la même manière que la gouvernance politique s'est prononcée en 2023 à travers le mouvement similaire qu'on appelait Conquête Gabon pour l'élection locale et législative 2025, la même gouvernance politique se prononce en conséquence pour les élections législatives et locales à travers le mouvement la majorité bloquante. Donc c'est quelque chose qui est simplement naturel, qui relève de la compétence d'une des gouvernances de notre mouvement COPI citoyen. Là, par exemple, pour la gouvernance entrepreneuriale, le gouverneur était à Franceville pour des formations en entrepreneuriat. Vous voyez, comme c'est l'entrepreneuriat, ça ne produit pas le même écho que les aspects politiques. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, justement, nous, la question qu'on pose et la réponse qu'on a envie d'avoir, c'est sur le mot bloquante. Comment se définit la majorité bloquante? En fait, pour comprendre la majorité bloquante, me permettez en 2 minutes de vous faire une petite genèse. Le Gabon, depuis 1960, depuis sa création, n'a jamais disposé en réalité de minorité bloquante, de minorité de blocage en fait. La majorité bloquante ici n'est tout autre que la minorité de blocage de 1/3 qui est exigée pour empêcher toute réforme majeure de nos textes. Par exemple, pour modifier la Constitution par voie parlementaire, il faut avoir au-delà de 2/3. Mais si on dispose au sein du Parlement d'un minimum d'1/3 de parlementaires que nous souhaitons être à travers notre mouvement la majorité bloquante, on peut empêcher la modification de la Constitution par voie parlementaire et imposer la modification par voie référendaire. Pas besoin de vous rappeler que le dernier référendum, pas le récent, que nous avons eu était celui de 95. Et que ce qui s'est passé depuis 95, c'était des modifications par voie parlementaire. Nous ne mettons pas en doute les ambitions du président actuel, mais nous voulons être prudents et prévoyants. Nous nous disons, bon, avec tous les PDGistes qui ont quitté le PDG pour aller à l'UDB, qui est le parti présidentiel, est-ce qu'ils n'auront pas sémé cette mauvaise graine dans ce parti pour nous ramener au cas où ils ont une majorité absolue dans les mêmes pratiques qui ont conduit le Gabon au 30 août. Donc, par mesure de prudence, il faut qu'on crée un verrou de sécurité dans nos institutions en militant pour avoir un minimum de 1/3 des parlementaires pour que lorsqu'on aura des décisions majeures qui requièrent plus de 2/3 de parlementaires, cette minorité au sein du Parlement puisse dire non, là nous ne sommes pas d'accord, allons-y consulter la population par voie référendaire. C'est donc l'esprit de cette majorité bloquante. Mais rassurez-vous, cette minorité de blocage de 1/3 n'empêche pas un président de gouverner. Parce que le président, pour gouverner, il a juste besoin d'une majorité simple. La moitié des députés plus 1.
Or, s'il a envie d'aller au-delà de la gouvernance normale, arriver au niveau de modifier la Constitution comme il veut, il lui faut avoir plus de 2/3 des députés. Et nous, on veut se positionner là, être le curseur, pour dire, même si tu as tes 2/3, tu peux gouverner, prendre les lois ordinaires, les ordonnances, oui. Mais quand vous voudriez modifier la Constitution ou prendre des décisions majeures, nous, le petit 1/3 là, on va toujours s'opposer à vous. Donc c'est l'esprit de notre mouvement, qui est un mouvement citoyen et qui veut donner au Gabon, pour la 3e fois de son histoire, une minorité de blocage, parce que je rappelle que la première minorité de blocage que nous avons eue était dans les années 60. Lorsque les Yomba ouvrent la première session ordinaire, la 2e session ordinaire de l'Assemblée législative, qui était avant l'Assemblée territoriale, puisque là on est en train de rédiger la Constitution du Gabon, les parlementaires qui étaient présidés, le Parlement qui était l'Assemblée nationale qui était présidée par Ngonjou, avec des leaders comme Jean-Hilaire Obama, militaient pour un régime parlementaire. Léomba était en difficulté parce que lui voulait avoir un régime présidentiel. Et c'est ainsi qu'en 1960, dans une des nuits de 1960, il fait arrêter tous les parlementaires, dont Ngonjou, qui était le président de son parti, le BDG. Et en 61, l'année d'après, il faut organiser une nouvelle élection législative où il a maintenant une majorité absolue et ainsi il impose son régime. La deuxième fois qu'on a eu une minorité de blocage, c'était en 91. Parce que là, c'est les plus beaux moments de notre démocratie. Et c'est cette minorité de blocage qui nous a permis d'avoir la Constitution de 91 qui a dirigé la transition et qui nous a permis d'avoir notre premier référendum de 95. Mais une fois qu'on est sorti de cette législature de 91 à 96 et qu'on n'ait plus des minorités de blocage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé autant pour moi? On a enchaîné, c'est-à-dire la modification de la Constitution par voie réglementaire devenait la norme. On n'a plus jamais eu de référendum. Et donc c'est cette histoire-là qui nous enseigne. Moi, je suis très passionné d'histoire et c'est ce que nous avons tiré comme conclusion. On s'est dit, soyons dans l'esprit de 1960, soyons dans l'esprit de 91, battons-nous pour avoir cette minorité de blocage pour permettre justement au Gabon de... Et se battre pour la majorité bloquante, c'est être sur le terrain. Alors, exactement. Élection législative, élection locale, être sur le terrain, c'est être opposé ou face à l'Union démocratique des bâtisseurs, face au Parti démocratique gabonais et aux autres formations politiques qui vont concourir. Je ne vous demande pas de dévoiler aujourd'hui vos stratégies, mais est-ce que vous avez l'ambition d'aller sur le terrain, sur l'ensemble du territoire? Vous visez les principaux centres urbains? C'est quoi votre position? Alors, la majorité bloquante... C'est un principe qui est simple. Nous ne sommes pas un parti politique, comme vous le savez. Nous n'avons pas les moyens de financer des candidatures. Qu'est-ce que nous mettons à disposition? Nous mettons à disposition une plateforme, nous mettons à disposition un programme parlementaire, nous mettons à disposition un programme local pour tous les candidats indépendants qui ont leurs moyens, mais qui sont à la quête peut-être d'un positionnement. C'est ainsi, par exemple, depuis l'annonce de notre mouvement, la création de notre mouvement. Ce matin encore, je discutais avec ceux qui sont à Gamba, qui ont leurs moyens, ils ont leur liste, mais ils cherchaient une plateforme pour se positionner, avoir de la visibilité. Ils sont passés à notre QG pour dire, nous, on a nos moyens, on ne vous demande rien, mais ce qu'on veut, c'est être sous le label de la majorité bloquante. On a eu de ceux de la diaspora qui nous ont appelés, ceux d'autres. Donc, notre plateforme n'est tout autre qu'une forme d'opportunité qui est offerte à tous les candidats indépendants qui souhaitent, justement, qui partagent nos convictions, qui partagent nos idéaux, visant à permettre à notre pays de se doter d'une minorité de blocage au sein du Parlement. Donc, ce serait différent, effectivement, des partis politiques qui, eux, ils vont positionner des candidats partout. Ils ont un fonctionnement, ils ont les moyens qui vont avec. Nous, par contre, on n'est qu'une plateforme qui va recevoir les candidatures qui sont déjà organisées, qui ont leurs moyens, qui vont se financer d'elles-mêmes. Et nous, on ne fait qu'offrir ce canevas, cette stratégie commune, ce positionnement commun pour pouvoir faire face, justement, aux candidats du PDG, aux candidats de l'UDB et d'autres partis, parce que vous suivez comme moi l'actualité, et vous avez compris, et vous voyez les déclarations de tous les partis, que ce soit le PDG, RPM et bien d'autres partis, qui ont dit, eux, pour eux, c'est la majorité présidentielle. Donc, ce qui sous-entend déjà qu'ils s'inscrivent totalement dans l'approche
qui sera développée par le président qui est en fonction. Donc la majorité bloquante, elle ne s'inscrit pas Non, du tout du dans tout. cette... Du tout, du tout. On n'a pas d'alliance, on n'est pas là pour faire alliance avec l'UDB et autres, parce qu'on comprend que s'il y a une majorité présidentielle, par exemple, qui se crée, et que le président, je dis n'importe quoi, ce ne sont pas les intentions que je prête, décide de modifier la Constitution, il est au moins sûr d'avoir l'appui de cette majorité présidentielle. Mais ce dont il est sûr, c'est qu'il n'aura jamais l'appui de la majorité bloquante que nous sommes. Et c'est pour cela que nous voulons être en quantité assez significative pour pouvoir accompagner le Gabon dans son développement, parce que la meilleure façon d'accompagner la mise en œuvre du projet de société du président que nous avons soutenu en tant qu'acteurs civiques réunis au sein du COPICITO à travers notre gouvernance politique, n'est pas forcément de s'aligner à ce qu'il est en train de faire, n'est pas forcément de soutenir les candidats qu'il positionne, mais c'est d'être des personnes objectives, capables de lui dire « Attention, là, c'est pas bon, et nous ne vous accompagnons pas sur ce point. Ce point, il est bon, nous vous accompagnons dessus. » Donc, c'est cette objectivité que nous voulons garder. C'est pour cela que nous n'ambitionnons pas de tisser des alliances pour rejoindre une quelconque majorité présidentielle. Nous laissons les politiques dans leur affaire. Il est important qu'au sein du futur Parlement, qu'il y ait de sons de cloche discordants, plutôt qu'une majorité qui soit devant le président de la République debout avec le doigt sur la couture du pantalon, c'est ça? Exact, mais ce sont ces sons discordants que nous avons commencé à exprimer, notamment pendant le Parlement de la Transition. Moi, je suis vice-président de l'Assemblée nationale de transition. J'ai été nommé par le président de la transition, mais tout le monde avait crié au scandale. Quand je me suis retrouvé parmi ceux qui votent, parce que le vote, il est public, être le seul à ne pas avoir voté la modification de la charte. Je n'ai jamais voté une seule modification de la charte. Je n'ai pas voté quand il s'agissait, par exemple, d'attribuer le titre de président de la République au président de la transition, pas parce que j'étais opposé à lui, mais parce que j'estimais que le terme président de la République ne correspondait pas à la période de la transition. Donc, vous voyez, donc c'est pour vous dire, et ce sont ces positionnements que moi j'estime être objectifs, étaient présentés autrement. Non, mais il est opposant, voilà, il veut saboter. J'ai dit tout ça, allez-y, dire ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Quand c'est bon, je soutiens. Vous avez vu pendant la présidentielle combien de fois j'ai défendu mon candidat. Mais de la même manière, quand c'est pas bon, vous me voyez également sortir pour dénoncer quand c'est pas bon. Et c'est donc cet esprit-là que nous voulons garder. Mais au-delà, vous avez suivi l'actualité, vous suivez l'actualité au sein du Parlement de la transition. Combien de parlementaires portent à un certain niveau les préoccupations de nos populations? Les questions de déguerpissement. Ce sont deux députés de la majorité bloquante aujourd'hui. Le député Lionel Elengonga de SS Prisonnier et moi qui avons porté ces questions. Nous étions les seuls à avoir déposé une demande d'ouverture d'enquête parlementaire sur les questions de déguerpissement. On s'est prononcé sur d'autres faits d'actualité, mais qui peuvent être jugés par certaines personnes comme étant une forme de défiance au président qui nous a nommés. Et tout le temps nous le rappelle, oui, mais le président vous a nommé. Mais c'est pas parce qu'il ne nous a pas nommé pour être à son service. On est parti du principe qu'il nous a nommés pour servir la République. Et servir la République, c'est être objectif dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Donc, notre majorité bloquante que nous ambitionnons mettre en place au sein du Parlement se veut répondre à cette logique. Être le plus objectif possible, être le plus sincère possible pour l'intérêt général de la population, mais pas être au service du président de la transition ou du président de la République qui est en fonction, et ainsi de suite. Non, le faire, ce serait rendre mauvais service et ce serait trahir la confiance de ce monsieur. Geoffroy Fumbula Libeka, y a-t-il un réel enjeu justement par rapport à l'organisation de ces élections législatives et locales de septembre, d'octobre 2025 dans cette nouvelle configuration politique, nouvelle architecture institutionnelle, un régime présidentiel, un parlement qui ne peut plus destituer le gouvernement puisqu'il n'y a plus de Premier ministre, il y a un président de la République et chef de l'État, chef de gouvernement. Est-ce qu'il y a un enjeu pour le Parlement? Oui, mais en fait, sur la question, par exemple, de destitution du Premier ministre, mais il n'y a aucune disposition qui a un jeu prévu la destitution du président de la République. Donc ça n'impacte pas le pouvoir exécutif en tant que tel. Ça fragilise le pouvoir exécutif, mais ça n'impacte pas parce que la destitution ne porte pas sur le président. Donc aujourd'hui, l'enjeu demeure
Pourquoi? Parce que dans la nouvelle configuration, la nouvelle constitution, comme vous le savez, la constitution consacre dorénavant une démocratie pluraliste et participative. L'enjeu de cette élection pour nous est de donner sens à cette constitution en permettant au Parlement de se doter des acteurs qui relèvent de la démocratie pluraliste, donc les partis politiques, opposition, majorité du centre, et les acteurs qui relèvent de la démocratie participative, les indépendants que nous sommes. Ça, c'est le premier enjeu. Est-ce qu'on aurait un Parlement qui réponde à la Constitution à la fin de ces élections? Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu au niveau du Parlement, c'est que le Parlement, en réalité, est doté de plus de moyens. J'en veux pour preuve, dans les dispositions de la Constitution actuelle, le Parlement peut, par exemple, adopter une résolution sur le fonctionnement d'un ministre et faire une recommandation au président pour dire, bon, il est incompétent, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne demande pas au président de destituer son ministre, mais il donne un avis. Chose qui n'existait pas avant. Donc c'est une grosse avancée qui permettra aux parlementaires de la future législature d'être plus regardants sur la mise en œuvre des projets de l'État qui sont portés par ces ministres. L'autre chose qui n'est pas des moindres, c'est que la solidarité gouvernementale a été retirée de cette constitution. Donc dorénavant, chaque ministre répond des actes qu'il pose, répond du fonctionnement de son ministère sans pour autant, sans plus prétexter la solidarité gouvernementale. Et le dernier enjeu, c'est qu'il nous permettra d'expérimenter justement la décentralisation par rapport aux élections locales. Comment est-ce qu'aujourd'hui les mairies de demain vont se comporter avec cette décentralisation? Est-ce qu'ils arriveront à donner sens à la décentralisation? Et c'est pour cela que pour mettre en œuvre cette décentralisation, il faut avoir des maires qui sont outillés, plus des politiciens seulement, qui sont nommés maires par reconnaissance. Parce que dans les futures collectivités locales, le maire devient manager. Il faudra qu'il réfléchisse à voir comment capter de la ressource. Il a, dans sa circonscription, des entreprises, des taxes, ainsi de suite. Comment est-ce qu'il arrive à manager tout ça pour rendre sa circonscription autonome, afin de, par exemple, construire des écoles? Ça va relever de la compétence des maires. Il pourra construire des centres sociaux et tout ce qui s'ensuit. Donc là, il faut avoir des personnes outillées. Au niveau de la majorité bloquante, nous avons ces personnes outillées parce que ce sont ces personnes-là qui, dans le cadre du combat civique, ont toujours été au contact de la population et ont toujours dénoncé ceux dont a été victime cette population de façon scientifique, de façon objective, de façon documentée. Et on pense qu'ils peuvent transformer nos collectivités locales. Dernière question avant de mettre un terme à cet entretien. Geoffroy Fumbula Libeka, élections législatives, élections locales de septembre-octobre 2025. Il y a une forme de reconfiguration sur le plan politique observé. Il y a des fusions-absorptions depuis la création de l'Union démocratique des bâtisseurs. Il y a d'autres qui profèrent donc la mise en place d'une majorité présidentielle pour continuer à soutenir la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema. On a vécu un épisode atypique ou étrange en 2011 avec un Parlement qui était à forte coloration Parti démocratique gabonais. Faut-il redouter cette éventualité-là? Ce qui est sûr et certain, c'est que le code électoral actuel garantit un minimum de transparence. Donc ce sont les Gabonais qui seront envoyés, qui seront face à leurs responsabilités. S'ils décident d'élire les parents, amis et connaissances qui n'ont jamais un jour entendu défendre leur cause, ça c'est maintenant eux qui vont en payer le prix. Ce que je tente de dire, c'est que le système politique gabonais est d'abord un système d'opportunistes. C'est d'abord ça. Moi je vous prends pour preuve, moi j'ai été gêné. Quand j'ai lu les nominations au sein de l'UDB, vous avez des présidents de partis politiques qui ont été nommés membres de l'UDB, occupés des fonctions, alors qu'on n'a pas vu un seul congrès où ils ont mis fin à l'activité de leur parti. Parce que le président d'un parti n'est pas le parti. Soit c'était des partis fantaisistes qui n'avaient pas de poids, et c'est pour cela que le président s'est engagé à être nommé dans un autre parti en constitution. Soit en fait, c'est simplement, ils reconnaissent là leur qualité de maître chanteur politique. Comment expliquer ça, même au niveau de la décence, au niveau de la moralité? De l'éthique en politique? Il n'y a pas d'éthique. C'est plus des intérêts. Et ces personnes-là partent auprès du président. Je me dis, c'est
pas tant parce qu'ils souhaitent l'accompagner dans la réalisation de ce qu'ils portent comme projet, mais c'est plus pour des intérêts personnels. Parce que moi, si je suis président d'un parti politique, mais je ne me vois pas, par éthique, adhérer à un autre parti politique si je n'ai pas mis fin aux activités du parti au sein duquel je suis. Ce qui sous-entend que là, non seulement je viole les dispositions de l'actuel code électoral qui exige que les partis politiques tiennent leurs instances décisionnelles avant de changer de bord, donc on viole des textes, mais c'est de la même manière qu'une fois arrivé là-bas, ils vont en faire une norme, ils vont conseiller le président de se dire, bon, violons tout. Là, il y a une violation, je suis sûr et certain, qui va se produire. On est en train de courir pour pousser le président à rapidement légaliser son parti. En quelques jours, j'ai entendu 35 000 adhérents qui ont été déposés. Mais quand on dépose, déjà, pour moi, c'est une erreur. Parce que quand vous déposez une base de données aussi importante, le rôle du ministère est de s'assurer que ces 35 000 personnes-là ne sont pas aussi membres d'autres partis politiques pour recevoir votre dossier ou non. Le même ministère organise présentement les élections. Donc ce même ministère-là, en quelques jours, aura le temps d'analyser les 35 000 NIP pour donner le récépissé au parti, parce que c'est le parti du président. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais peut-être déposé 10 000 piles, comme demandé, pour montrer en fait que le travail ne sera pas aussi fastidieux. Mais vous multipliez par 3. Parce que dans le code électoral, il est donné jusqu'à 1 an pour avoir le récépissé définitif. Mais c'est sur un minimum de 10 000. C'est la réaction des populations gabonaises, puisque les enrôlements au sein de l'UDB sont oui, ouverts non, les enrôlements, c'est une chose, en ligne. Ouais. Mais la vérification, c'est central. Je parle là de vérification. Maintenant, si le ministère arrive à vérifier en une semaine les 35 000, mais là également, on est face à une nouvelle jurisprudence. Parce que la jurisprudence UDB va être exigée par d'autres qui voudront créer leur parti en disant, vous avez pu créer avec 35 000 membres le parti du président en 7 jours. Bon, moi, je vous amène mon parti qui a 10 000 membres. Logiquement, en 3 jours, je dois avoir mon récépissé définitif. Donc, à force de vouloir faire des choses, peut-être pour plaire, on ne se rend pas compte qu'on est en train de fragiliser l'appareil de l'État et qu'on crée des précédents qui vont nous rattraper demain après-demain. Mais bon, moi, je ne suis qu'un acteur civique qui appartient à la démocratie participative. Ce sont eux les expérimentés politiques. Certains reviennent du PDG avec leur expérience. Bon, peut-être que c'est cette somme d'expérience-là qui a poussé l'UDB à déposer son dossier et à s'attendre à avoir un récépissé en quelques jours. Moi, je n'ai pas d'expérience politique, ce n'est là. Je ne suis qu'un acteur civique. Mais bon, on observe, on regarde, voilà. Geoffroy Fouboula Libégrand, on arrive au terme de cet entretien. Si vous avez une conclusion, ce serait laquelle? La conclusion, c'est que la population gabonaise doit se mobiliser. Depuis le 14 juillet, donc la période d'enrôlement, elle est ouverte. Les Gabonais n'auront aucune excuse. Ce que les Gabonais doivent comprendre, c'est que la personne que chaque Gabonais va élire, quand vous allez voter pour ces personnes, soyez sûr que ces personnes-là sont en capacité d'aller vous défendre. Il ne s'agira pas de voter pour les parents, amis et connaissances qui sont au Parlement et qui sont protégés. Parce que tous ceux qui veulent aller au Parlement, ce n'est pas tant parce qu'ils veulent avoir de l'argent. On a des milliardaires, des détourneurs de fonds qui partent au Parlement. Mais pourquoi? Parce qu'ils recherchent la protection, l'immunité parlementaire. Donc ça ne servira à rien de donner de l'immunité parlementaire à vos parents, amis et connaissances qui ne vont pas vous défendre quand vous serez dans le besoin, et de venir dégager ces frustrations-là sur les acteurs civiques que nous sommes. Mais Fouboula ne parle plus, les choses se passent là-bas, parce qu'ils n'interpellent jamais leurs parents à qui ils apportent le soutien. Quand il y a un problème, c'est sur nous là qui viennent se défouler. Donc là, l'opportunité est donnée de changer de mentalité. Nous sommes dans une nouvelle république. Les militaires ont fait leur part en enlevant le système Bongo PDG. Mais les militaires qui ont eu ce courage, qui ont pris les risques, n'ont pas la potion magique pour amener la population aussi à faire sa part. Les militaires donnent l'opportunité à la population gabonaise à travers les élections législatives et locales, à travers un code électoral qui donne suffisamment de garanties, de faire le bon choix. Donc ce sera aux populations de voir si ils confortent les militaires dans leur position ou s'ils trahissent l'engagement de ces militaires en constituant un parlement qui ne sera pas un parlement objectif, mais qui sera simplement une réplique des précédents parlements qui ont conduit le pays dans cet état. Donc merci encore.
Merci Geoffroy Fumboula Libeka. On aura le plaisir évidemment de recevoir Je à reste nouveau disposé. sur le plateau de notre web TV, La Matrix, pour continuer à décrypter l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment sur le plan politique, votre engagement au sein de la plateforme La Majorité Bloquante. Merci de nous avoir regardés et merci de continuer à faire confiance à votre web TV La Matrix.